Ah, qu'est-ce que je fais? Comment tu te définis? Euh, alors justement, dans les luttes, ce qui est pas mal, c'est que c'est précisément une question qu'il est convenu de pas se poser mutuellement. Donc ça résout le Mm. problème. Mhm. Après, là, je peux quand même... bon, évidemment, je pourrais dire que je suis avocat, enfin non, des trucs comme ça. Euh, ouais, on peut dire ça, et puis qu'effectivement, je cherche une forme de ce métier qui corresponde peut-être à ce que les exigences, enfin, je sais pas, que les circonstances exigent, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui, à mon avis, n'est pas le ronron habituel de ce métier, mais quelque chose qui soit plus proche de peut-être aussi proche que possible des luttes, quoi, et de ceux qui luttent, Mm. voilà, et qui soient à leur service, quoi, autant que possible, se mettre au service de ceux qui luttent, voilà. Ça me paraît une définition que je veux bien mettre Mhm. sur cette. Mais tu dis pas, par exemple, avocat militant ou avocat des militants ou tu dis Moi, pas. j'aime pas trop le mot militant, Ah d'abord. oui. Je me sens pas spécialement militant. Enfin, je sais pas, le militantisme, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a un côté. Il y a un côté statut, fonction, ou je sais pas, sorte de rôle social, quoi. Pour moi, là, je crois qu'on a vraiment dépassé le stade où on pouvait se permettre de considérer qu'on avait un rôle social qui nous restaurait dans une espèce de bonne conscience environnementaliste ou droit de l'homiste, comme dirait. Non, voilà, je pense que là, on est passé à un autre stade, quoi. Je pense que c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, avec les personnes avec qui j'ai lié des amitiés dans ces luttes, j'ai l'impression d'avoir des gens vraiment entiers, quoi. Ils sont pas là militants, ils sont là, puis c'est tout. Ils ont pas une petite case dans leur emploi du temps militant, quoi. Ils sont entièrement là, Mm. vraiment, ils sont là, quoi. Là, tu parles surtout de Burin, je pense. Non, non, je Non? parle de tout, même, 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 je dirais même sur des luttes, par exemple, plus citoyennistes, on dirait, d'Europa City. Je trouve que les gens sont quand même là, quoi. Mm. Ils sont... Bien sûr, on pourrait de l'extérieur les ranger comme voilà, retraités, citoyennistes, légalistes, machin. Mais en fait, quand tu discutes avec eux et tu vois leur engagement, tu te rends compte qu'en fait, non, ils sont vraiment plus là-dedans, quoi. Et ils ont un engagement qui d'abord a perdu pas mal de ces canevas où on se regarde un peu en chien de faïence en disant bah oui, toi t'es pas comme moi, tu vas pas militer, t'es pas dans la même philosophie politique, je sais pas quoi. En fait, ils sont très ouverts d'abord, je trouve, sur différentes formes de lutte et ils se donnent à fond, quoi. Voilà, moi je trouve je veux dire, parfois ça me donne de de la pêche parce que je me dis, mais attends, parfois ils sont pas en très bonne santé, ils sont quand même, voilà, on sent que ça fait des années de lutte, quoi. Puis surtout, après, c'est aussi des gens très discrets, très efficaces. Ils font un boulot, mais je veux dire, un peu invisible, en plus fatigant, souvent pas prassier, etc. Mais je veux dire, c'est des gens aussi qui ont souvent un passif militant, si on peut dire ce mot, et qui remonte à 68, parfois les anciens Mao, enfin tout ça. Donc ils ont fait tout un cheminement post-situationniste, etc., qui en fait les a fait mûrir aussi dans une pensée par rapport au monde actuel, et que je trouve ils n'imposent absolument pas. Même n'en parlent pas, mais ils font. Voilà, ils sont Mm. dans une sorte d'action à leur mesure, mais pour concrètement obtenir des résultats dans une certaine lutte, quoi. C'est-à-dire empêcher un projet, et ils se donnent tous les moyens possibles. Et je trouve qu'ils sont. Moi, j'ai plutôt pas mal d'admiration hein, pour ceux que je. Enfin, j'ai énormément d'admiration pour ceux que je croise. Et j'essaye d'être à la hauteur de la confiance qu'ils m'accordent. Mais en fait, toi, enfin, je sais pas si on peut en parler, mais tu as un possible procès toi-même ou Oui, oui, non, on peut en depuis parler. ta perquisition C'est ça, ou- ouais. Ouais. D'accord. Ah oui, je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était fini. Ah non, non, Donc, c'est loin d'être fini. Le procès n'a pas encore de date d'audience. Bon, c'est une possibilité qu'il n'y ait pas de date d'audience et que tout ça mm, ne donne rien. Bon, mais enfin, en tout cas, c'est aussi possible que enfin, le dossier gagne je sais pas combien de milliers de pages au fur et à mesure du temps. Là, je crois qu'on est à 10 000 pages. Donc, juste pour toi. ah non, 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 là Non, on pour est pour l'ensemble. l'abus, Hein. pour l'ensemble de Ouais. cette espèce de pot commun Mm, où ils mêlent tout et n'importe
quoi, et où il y a un certain nombre de personnes qui sont ajoutées au fur et à mesure, un peu de façon discrétionnaire, selon des critères qui nous échappent à tous, mais qui élargissent en tout cas beaucoup le cercle de ces malfaiteurs, de ces espèces d'empêcheurs de tourner en rond, mais qui ne sont pas seulement des empêcheurs de tourner en rond, qui sont des dangers pour, je sais pas, l'État et son ordre actuel. Voilà. Donc ça donne un casting d'ailleurs assez curieux qui fait que c'est tellement ridicule que parfois voilà, c'est vrai qu'on devient les derniers là en date. Moi, si tu veux, j'étais content. De toute façon, c'est des amis que j'imaginais pas être dans ce dossier, mais ça fait plaisir d'être soutenu dans ce dossier par des amis qui sont considérés comme moi comme des malfaiteurs. Enfin, c'est toujours assez comique. D'accord, donc toi, tu es taxé de malfaiteur. Déjà. Ouais, on me reproche T'es pas de faire présumé- partie d'une association de malfaiteurs. Voilà. D'accord, ok. Mais Mais juste je suis parce pas que t'es- mis en examen, je suis témoin assisté. Donc c'est un petit degré dans la procédure pénale et dans l'instruction. Où bon, voilà, bon, mise en examen, tu as une pression plus grande, tu peux avoir un contrôle judiciaire. Témoin assisté, tu n'as pas de contrôle judiciaire. Mais à tout moment, ça peut changer, ils peuvent mettre en examen et mettre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le propre de ces procédures, c'est que. Et puis de ces perquises et de ces gardes à vue, c'est que tu prends conscience, ce qui était assez nouveau pour moi, que l'État peut entrer dans ta vie, je veux dire, et le cours de ta vie à tout moment. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Et c'est vrai que l'expérimentation de ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que ça change un peu les choses quand même. Ça change un peu les choses. Ça travaille un peu quand même. Moi, je pensais mettre ça à distance de façon un peu plus facile que ça, mais finalement, le fait de pas pouvoir voir certaines personnes. Ouais, parce que c'est comme d'autres, vous n'avez pas le droit de vous voir, Voilà. c'est ça? Vous J'ai- êtes 9 comme ça? Non, je crois qu'on est maintenant 10, mais 10. je crois qu'en tout cas, moi, j'ai pas le droit de voir 7 personnes. Enfin, en tout D'accord. cas, elles n'ont pas le droit de me voir, et ce qui revient au même. Et en fait, bon, dans la vie quotidienne, ça va parce qu'on n'habite pas au même endroit et que ça se présente pas trop difficilement, mais bon, voilà, en fait, on a quand même des occasions régulières de se voir si on va, je sais pas, à tel endroit pour même prendre un pot ou je sais pas quoi. Il faut quand même toujours avoir un petit peu ça en tête. Et puis, en fait, on ne sait jamais à quel niveau on alimente le dossier en cours. C'est-à-dire que comme tout est sous analyse permanente pour essayer d'élaborer une association de malfaiteurs, donc c'est un organigramme, une organisation en vue de commettre des infractions, et que tout semble pour eux susceptible d'être caractériser une infraction, notamment, surtout en ce moment, là on voit bien avec les Gilets jaunes, le simple fait de manifester déjà, pour ainsi dire, c'est faire partie d'une organisation en vue de commettre des délits. Donc en fait, ça va très vite. Il n'y a pas besoin de grand-chose, si tu veux, pour que l'association de malfaiteurs soit caractérisée sans le E, quoi. Donc ça met quand même une pression. Mais bon, après, ça ne nous démotive pas, au contraire, puisqu'en fait, c'est devenu une politique un peu généralisée, puisque c'est plus seulement les banlieues ou quelques militants environnement, voilà, écologiste, c'est maintenant n'importe quelle personne qui descend dans la rue parce qu'il n'est pas content, gilet jaune ou pas, est censé rentrer chez lui, sinon voilà, il sait qu'il peut perdre un œil, il sait qu'il peut finir condamné pour avoir participé à une manifestation et donc vouloir commettre des infractions contre cette sûreté de l'État, etc., etc. Donc finalement, la pente est finalement devenue un peu généralisée. Donc c'est pas forcément rassurant, je dirais même que c'est carrément inquiétant, mais plus ça se généralise, plus, j'allais dire, le roi est nul, quoi. Et nul, c'est-à-dire que, bon, on arrive au bout de quelque chose, quoi. Je pense que si ils en arrivent à telles extrémités, c'est qu'ils sont quand même dans un état de faiblesse et de délégitimation dans l'ère particulière, enfin avancée, quoi. Je pense que ils ont du mal à assurer leur autorité et donc ils font preuve d'une autorité accrue et plus caricaturalement, je sais pas, archaïque, quoi, je dirais, vieille, quoi, à l'ancienne. Et non, alors après, est-ce qu'on est surpris d'être perquisitionné toujours? Enfin, moi, je veux dire, à 7h du matin,
j'avais pas prévu qu'ils étaient pas chez moi. Et donc c'était même tellement surprenant qu'il y avait un côté un peu théâtral pour moi. Il y avait quelque chose de tellement aventureux, tellement inouï. Puis il y avait quelque chose d'une sorte de jeu de rôle, là pour le coup, qui se mettait en place. Je sais pas, le président, j'avais envie de lui offrir un thé, ou je sais pas, de le mettre un peu à l'aise. Il était tellement mal à l'aise d'être chez moi, en fouillant dans mes placards. Donc il y avait quelque chose de très bizarre. Ouais. Mais ouais, non, après, je savais que ça pouvait venir, parce qu'il y avait déjà eu d'autres perquises, notamment à la maison de résistance à Bure. Donc c'est vrai que ça aurait pu arriver. Mais j'étais pas préparé, j'arrivais pas à me préparer, et puis de toute façon, je me disais, s'ils veulent le faire, ils le feront, et puis ils l'ont fait, puis finalement tout ça a été annulé, donc bon, voilà, enfin, c'est beaucoup de bruit pour rien, et surtout pour éviter de voir, de se poser les questions qu'on pose, de penser de façon critique à l'évolution du progrès de la destruction, enfin, etc. C'est toujours le problème, quoi. C'est comment parler de choses de façon à ne pas parler de l'essentiel, quoi. C'est toujours un peu le problème de la répression, c'est qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous fatigue, ça nous stresse, pour qu'on n'ait pas trop d'énergie à dépenser sur le fond de la lutte. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Je me disais, il y a énormément de lois qui passent. Enfin, moi, c'est clair que je ne peux pas suivre. Mais bon, j'entends parler de loi d'anonymat des policiers, l'état d'urgence qui est passé dans la Constitution. Je sais pas, enfin moi j'en avais le tournis tellement toutes ces lois. Oui, mais justement, alors je voulais savoir, quand tu es avocat, est-ce que tu es notifié, par exemple, quand il y a un changement de loi? Absolument pas. Comment tu es censé Nul n'est censé ignorer la loi. D'accord. Ah, c'est pour ça que c'est kafkaïen. Le code de procédure, il doit changer, je sais pas, mais 40 fois par an. Là, par exemple, il voulait, sur le FNEC, j'ai vu ça récemment, il voulait encore, par rapport à la réforme de la justice, élargir, mais de façon complètement incroyable, ce fichier génétique. Heureusement, il y a eu un autre amendement qui est venu revenir sur cette... Voilà, c'est un embroglio. Il faudrait suivre tout ça, se battre sur chaque amendement, descendre dans la... Enfin, c'est une telle délire législatif. Il y a tellement de textes, tout le monde est paumé. Enfin, c'est devenu complètement le délire. C'est un bateau ivre. Le droit est devenu complètement hystérique. Il y a plus de... voilà. Une loi, c'est censé être... bon, je sais pas ce que c'est censé être, mais en tout cas, c'est pas censé être une espèce de panique ambiante de l'État qui court derrière chaque événement avec toujours la volonté de resserrer le boulon encore davantage parce qu'il est incapable de répondre à la situation politique qui se présente. Voilà. Donc, cette impuissance, en fait, elle est comblée par une espèce d'enflure législative qui répond à rien et qui met la confusion partout. Non, l'État est aux abois, on peut dire ça. Mais bon, c'est logique, parce qu'il fait partie du problème. Donc, désolé de le dire. Mais, donc, il se défend. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tragique, puisqu'on arrive à une situation où là, autant dans le passé, je trouve qu'on peut considérer que les enjeux d'effondrement et autres n'étaient pas à ce point évidents. Mais là, on est arrivé à un point où, voilà, l'État lui-même sait on est au bord d'un effondrement dont l'État ne survivrait pas. Enfin voilà, et dont nos sociétés elles-mêmes seraient dans un chaos tel qu'en fait, de toute façon, tu peux serrer la vis comme tu veux aujourd'hui. Quand il y a un tel niveau de désorganisation et de famine et autres, enfin je veux dire, des gens, là on voit bien quelques centimes sur le diesel, les gens sont déjà dans la rue. Mais imagine ce que ça peut être si effectivement, là, je sais pas, tu as 5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Bon, s'il y en a, je sais pas, 2 fois plus et que vraiment les gens n'ont plus de quoi manger, ou je sais pas, se chauffer et autres, mais comment veux-tu qu'un système comme celui-là tienne? Enfin, évidemment, voilà, tu pourras toujours rajouter des flics dans les rues ou des caméras ou des fichiers génétiques. Là, tu seras débordé nécessairement par la situation. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a de gros soucis à se faire de tout point de vue. Et les années à venir vont être déterminantes. Ouais. Vont être vraiment. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une situation où tout peut arriver à tout moment. Donc, il faut être prêt à je ne sais quoi. En fait, continuer un métier comme celui d'avocat, qui a une espèce de routine avec une sorte d'état de droit qui serait censé être un peu intangible, sur lequel on va discuter de façon un peu savante,
très élaboré, toujours avec une langue un peu bourgeoise comme ça. C'est vrai que ça désarçonne un peu, quoi. On se dit, non mais attends, là, en fait, il y a une espèce de feu au lac, et puis on est en train de discuter du règlement intérieur du Titanic, tu vois, de savoir si non mais tu vois, il y a un truc qui est complètement délirant, quoi. Mais bon, il faut quand même continuer cette comédie ambiante. En attendant d'aller peut-être s'enfuir un jour, faire son potager, je ne sais où. À Bure. Bon. Ouais, à Bure, voilà. Oui, alors la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence de Sophie Vanish, qui est historienne de la Révolution et que les Gilets jaunes de Montreuil ont invité parce qu'elle elle fait un parallèle entre les sans-culottes et les Gilets jaunes. Et en fait, elle disait, j'essaye de retrouver, elle disait que les révolutionnaires pensaient que dans un pays libre, il y a peu de lois. Ouais. Et que chacun doit pouvoir les connaître. Et d'après ce que j'ai compris, donc les gens proposaient des lois avec un droit de pétition, avec le droit de pétition. Peut-être. Ces lois étaient discutées dans les clubs et que ce qui était important, c'était la qualité de la délibération. Ça me paraît absolument évident parce que là, en fait, on est arrivé à un tel niveau de complexité que, franchement, c'est cauchemardesque. Hein. Hier, j'étais avec un ami justement par rapport à une procédure qu'on essaye de tenter contre un contrôle judiciaire, mais c'est, en fait, on est vraiment dans un délire. Kafkaïen, enfin je veux dire le code de procédure pénale c'est une aventure hein, de se plonger là-dedans, c'est vraiment une aventure et c'est vrai que l'ami pour qui on fait ça, mais en fait franchement on lui parle même pas de nos réflexions tellement ça lui paraîtrait complètement délirant, voilà, il y a ça, on est dans un autre. Alors, après, faut reconnaître que ce sont des règles qui sont censées être des règles de délicatesse. Justement, on va fixer la manière de se comporter pour résoudre un problème lié à l'application d'une loi qui est celle de la loi pénale. Et donc tout ça nécessite de savoir comment chacun va pouvoir faire valoir ses arguments de façon à ce que ce soit pas une justice un petit peu. Alors on pourrait dire, comme on dit dans nos luttes, un tribunal révolutionnaire où le tribunal est déjà convaincu de la solution et t'envoie à l'échafaud, quoi. Bon, non mais je veux dire, pour reprendre la métaphore de la révolution qui a donné tout et son contraire. Mais voilà, après c'est vrai que c'est cette complexité du droit, mais qu'on retrouve partout dans l'urbanisme, le droit de l'environnement, tout est devenu vraiment mais pléthorique, ça augmente de façon aussi, j'allais dire, pléthorique que les quantités de données à l'informatique, j'ai l'impression. C'est lié à l'informatique. Le fait qu'on soit désormais en capacité, avec quelques moteurs de recherche, à retrouver des textes, à retrouver des jurisprudences, fait que ça peut exploser en fait en volume. Et quasiment en complexité aussi, puisque finalement, on peut retrouver aussi des doctrines, on peut retrouver des jurisprudences précises avec des moteurs de recherche si on n'avait pas tout ça, mais en fait tout ça serait du vent parce qu'en fait on serait incapable d'aller chercher. Mais là le fait que on est tous que la justice ait vraiment pris le pas de l'informatique permet effectivement d'augmenter un peu sans limite le nombre de lois, mais effectivement ça pose un vrai problème parce que le cerveau humain c'est pas un ordinateur. Hein, on n'a pas une mémoire ou même une capacité à comprendre des domaines, alors que ça nous demanderait des années d'études. Enfin, je veux dire, moi déjà, j'ai du mal à comprendre un peu le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme et un petit peu le code pénal. Mais je sais pas, 99% du droit, je n'y comprends rien. Enfin, je suis incapable de savoir qu'elles existent et qu'elles puissent exister. Donc c'est une fiction, effectivement. Nul n'est censé ignorer la loi, est devenue une fiction. Mais bon. Voilà, on est des pays riches, on est des pays beaucoup trop riches qui ont l'argent suffisant pour pouvoir permettre à des gens de passer leur journée à travailler, à écrire des textes, etc. On aurait moins d'argent, tout ça serait simplement devenu totalement inutile. Enfin voilà, le niveau de complexité il dépend aussi du niveau de richesse. Donc en fait, tant qu'on sera riche et qu'on aura les moyens de se payer tout ça, eh ben on aura un système qui va enfler jusqu'à ce qu'il s'explose. Voilà, je crois c'est la même métaphore que pour le reste, j'allais dire en fait. Hein. Mais le droit suit la même ligne. Hein. C'est une croissance totale en volume et en complexité. Bon. Mais du coup, toi par exemple, donc toi tu es spécialisé en droit de l'environnement. À la base, ouais. Donc ton cœur c'est vraiment l'écologie, c'est ça? C'est ça. Donc, Et du coup tu es comme dans un syndicat ou enfin un groupe d'avocats où vous pouvez en parler de ce qui évolue, tu arrives à avoir
un recul même sur ce qui se passe et sur où on va, enfin, ou ce qu'une loi, par exemple, modifie en profondeur. Oui, enfin, il y a des syndicats qui existent. Moi, je suis pas très syndiqué, mais c'est vrai que je l'ai fait récemment, juste avant la garde à vue d'ailleurs. C'était pas idiot, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Et je reconnais que finalement, c'est bien d'avoir des espaces pour parler ensemble, pour se défendre, défendre le droit de se défendre, etc. Mais après, je pense que moi, je le fais peut-être de façon plus informelle dans ces groupes juridiques qu'on forme autour de chaque lutte, où il y a des gens qui sont avocats et pas avocats d'ailleurs, parce qu'il y a des juristes qui sont pas avocats, qui sont absolument brillants, qui connaissent bien plus les choses que moi. Donc voilà, il y a plein de gens qui permettent d'avoir un peu de recul. Mais après, le problème, c'est qu'il faut courir toujours derrière la nouveauté, j'allais dire. En fait, c'est sans fin. Donc, se mettre à jour perpétuellement dans tous les domaines, moi, je le fais un petit peu, mais en fait, je le fais surtout au moment où j'ai vraiment une question qui se pose, où je vais regarder le dernier texte en vigueur, parce qu'en fait, il a peut-être changé 2 fois, 3 fois entre le temps où je l'avais étudié à l'époque et puis le jour où j'en ai besoin. Mais oui, donc il y a des groupes sans doute qui travaillent là-dessus. Je sais qu'au SAF, on va faire une commission environnement qui est en train de se monter sur les questions de santé et environnement. Et ce sera peut-être l'occasion de partager nos problématiques et de s'entraider. Ouais, je pense que c'est utile quand même. Ouais. Des slogans qui reviennent tout le temps, comme police partout, justice nulle part, où j'entends beaucoup l'expression aussi justice de classe. Et puis bon, j'ai été frappée que Macron, il appelle par exemple à la justice à être très sévère envers les gilets jaunes, hein, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Mais ça, est-ce qu'il a le droit de le faire? Enfin, est-ce que la justice est indépendante ou pas? On en est où de ça en fait? Parce que pour moi, c'est assez confus. Bon, je vais pas faire un cours de constitution. En fait, moi, je ne connais pas très très bien le sujet, mais je sais que le président est censé être un peu au-delà de l'ensemble et de s'assurer du respect de la constitution, justement, des différents pouvoirs et de leur indépendance, notamment en garant de l'indépendance de la justice. Mais tout ça est assez comique, parce que, bon, évidemment, la justice est totalement instrumentalisée par le pouvoir dans la répression des mouvements sociaux, la répression des banlieues, la répression des mouvements, des luttes contre les projets. Les grands projets inutiles imposés. Donc en fait, bon. Après, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu, jusqu'à présent, à me limiter à contester l'impartialité des parquets, c'est-à-dire du procureur, du ministère public. Parce qu'ils sont effectivement sous la hiérarchie du ministère de la Justice, qui répondent à la politique pénale du gouvernement, et que donc ils sont aux ordres, il n'y a aucune difficulté là-dessus, même si, bon, ils prétendent le contraire. Et puis on a toujours des exemples. Dès qu'il s'agit de condamner un militant, il n'y a aucun problème. Dès qu'il s'agit de condamner, par exemple, je ne sais pas, Landra pour avoir commis des délits dans le Bois-le-Jus, il n'y a personne. Donc c'est tout à fait caricatural. Mais après, il y a des juges d'instruction, effectivement, qui sont censés ne pas être sous les ordres du ministère de la Justice. Ils sont quand même censés être indépendants. Et qui prennent aussi des initiatives, je veux dire, un peu avec beaucoup de zèle, dans le même sens. Et en fait, on m'a dit, et je pense que c'est quand même sans doute l'explication la plus rationnelle, c'est qu'il y a une proximité de fait entre le parquet et les juges d'instruction, surtout dans les petits tribunaux, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui se voient tous les jours, qui ont la même formation. Et puis qu'un juge d'instruction, il a une carrière à faire, il a quand même... voilà, et puis il fait partie d'une certaine notabilité, quoi, disons, surtout dans les villes de... Voilà, donc bon, moi je pense qu'en fait tout ça fait un tout et qu'effectivement c'est pas forcément un ordre direct reçu, mais c'est une sorte comme, je sais pas, alors c'est peut-être un peu Foucault qui dirait ça, mais que c'est dans l'air, quoi. Et que finalement c'est assez naturel pour lui d'aller dans le sens que le système lui demande implicitement de prendre. Et donc tout ça s'explique assez bien, mais pas seulement par des questions d'organigramme, de hiérarchie, mais par quelque chose qui est finalement dans l'air et qui fait que, bon, quand on est à une certaine place dans la société, il est convenu de défendre le système en place. Voilà, c'est aussi simple que ça, peut-être. Voilà. Et c'est assez difficile d'imaginer, de vraiment considérer que celui qui te paye tous les jours à la fin du mois soit à l'origine du problème que tu es censé résoudre. Voilà, ça paraît assez évident à comprendre, en fait. Hein. Ah oui, les juges... Ah, ils sont payés par l'État. Ah, c'est vrai, je savais même pas. Ah bah oui, ils sont fonctionnaires. Ah bah oui, ils sont fonctionnaires quand même. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que bon, il y a quand même un lien de subordination de fait, malgré tout. Ouais.
un peu évident. Non, mais voilà, c'est assez évident, quoi. Ouais. Et sinon, donc toi, si on revient aux luttes sur lesquelles tu travailles actuellement, il y a BUR, et il y a le projet contre CIGEO, tu défends les militants, Ouais. et Europa City aussi, Ouais. et Adama Traoré, non, je me souviens plus. Alors, attention, oui, enfin, Aulnay-sous-Bois et l'Association de la République En Marche pour le Galion, sauver le Galion. Enfin, il y a une procédure en cours à Aulnay là-dessus. Puis je suis assez content d'ailleurs de faire des ponts entre cette lutte-là et puis Europa City qui est juste en face, parce qu'il y a juste l'autoroute A1 qui les sépare. Et ça commence à prendre forme. Puis, de toute façon, on voit que cette convergence qu'on appelait depuis longtemps de nos voeux arrive. On la voit quand même de plus en plus se mettre en place spontanément à certaines manifestations ou autres. Donc non, je suis assez content de ça. Après, j'essaye de me concentrer déjà sur ces luttes-là et de pas trop me disperser dans des dossiers avec des enjeux très importants pour les personnes concernées, mais dérisoires d'un point de vue plus global. Mais j'essaie d'en faire quand même, parce qu'en fait, ça me maintient dans une espèce de flux plus normal, quoi. Tu veux dire en fait, tout ça est assez inquiétant, quoi. Enfin, je veux dire, le stress que génèrent ces dossiers, ces luttes avec des enjeux énormes, parfois, c'est lourd, quoi. Donc, arriver de temps en temps à devoir s'occuper de, je sais pas, d'une solitude de passage obscur dans un endroit avec des gens sympathiques qu'on a vraiment envie d'aider, avec autant de, j'allais dire, comme on aide les amis de lutte, quoi. Bah, finalement, ça me permet voilà, ça me permet de prendre un peu de distance et de me dire, bon, bah, ouais, il y a aussi ça. Il y a aussi le flux quotidien de la vie, quoi, qui continue à demander un effort, voilà. Mais d'ailleurs, on travaille pas dans ces dossiers là. Pareil, quand on vient de lutte où on sait même plus enfin, c'est tellement énorme, ça remue tellement que c'est vrai que revenir à des choses plus dérisoires, on n'est pas pareil. On peut pas réagir pareil. Il y a forcément une distance qui se met un petit peu, mais qui est intéressante en même temps, parce que bon, dans le rapport avec les amis clients, entre guillemets, ça permet aussi de les aider à prendre un peu de distance avec leurs problèmes. On essaye, en tout cas. On essaye. Tu hiérarchises ou par exemple, entre Europa City et BUR, parce que le BUR c'est le nucléaire, donc moi ça me paraît le plus énorme, mais tu penses ça ou finalement tu relis les luttes et puis tu vois la même chose des deux côtés, enfin tu les penses comment en fait? J'essaye quand même de hiérarchiser parce que enfin pas forcément là, je parle pas de Europa City ou de BUR en particulier, mais j'essaye quand même dans les différents dossiers que je traite de hiérarchiser, parce qu'en fait j'ai parfois donné beaucoup d'énergie dans des dossiers en fait qui le méritaient pas, et je le faisais parce que j'avais vraiment envie de donner le maximum aux personnes, parce que je les aime bien et que je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose qui, voilà. Mais en fait, bon, d'ailleurs, ça change pas forcément le résultat, parce que la justice, c'est quand même imprévisible. Donc, parfois, tu te donnes beaucoup, et puis finalement, le résultat, il n'est pas terrible. Et l'inverse, parfois, tu te donnes pas beaucoup, puis finalement, le résultat est très bien. Donc, bon, il faut quand même rester aussi conscient de ça. Ah oui, c'est vraiment imprévisible. Ah oui, il y a quand même des choses qui sont... Ah oui, ça dépend pas toujours de l'effort que tu fournis. Hein, ça, c'est clair, ça serait trop simple. Non, au contraire. Puis, il y a des... Non, c'est très être dans le cerveau d'un juge et de savoir comment est-ce qu'il va réfléchir, c'est parfois un mystère de la nature humaine. Hein, vraiment, c'est très impossible de prédire. Donc non. Après, moi, j'essaye de me dire, oui, effectivement, BUR. Bon, je crois que voilà, ça c'est clair pour moi que c'est quelque chose. De toute façon, je suis dedans, j'en sortirai plus. Et je vais aller jusqu'au bout de l'effort, et on verra jusque tout ça nous mène, en espérant que ça nous mène pas à des extrémités trop pénibles. Voilà, moi j'ai pas du tout envie, j'ai envie d'être heureux dans la vie, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, et je pense qu'il faut le faire, et que ça fait quand même plaisir de faire ça. C'est assez paradoxal, mais il y a quand même une joie très spéciale, je reconnais, mais une joie quand même à lutter contre ce projet. Et après, Europa City, j'y tiens d'autant plus qu'en fait,
ces assos sont venus me voir et m'ont fait confiance parce que j'avais travaillé sur Bure. Et en fait, je me suis dit, waouh, je me suis dit, mais en fait, enfin, je sais pas, je suis toujours surpris, quoi. Enfin, je me suis dit, waouh, faut que je vais faire le maximum, quoi. Donc, c'est vrai que au départ, c'était d'ailleurs pas évident pour moi, parce que c'était encore des gros dossiers, puis l'Île-de-France, l'urbanisme en Île-de-France, mais je crois que personne dans le monde ne peut imaginer que ça puisse être aussi un millefeuille complexe et kafkaïen de règles dans toutes sortes. Enfin, vraiment, je pense que, bon, là, on est vraiment à un niveau de complexité, en tout cas, incroyable en Île-de-France là-dessus. Parce que c'est différent. L'urbanisme en Île-de-France, les règles. Ah bah oui, parce que là, il y a une planification qui de multiples couches, puis il y a le Grand Paris qui s'ajoute à tout, Ouais. au SDRIF, et puis il y a toutes ces infrastructures déjà existantes, avec les 2 aéroports à Europa City, donc ça fait des règles qui s'ajoutent en fait, avec des... Non, non, là on est dans des situations de mégapoles, quoi, qui sont devenues des sortes d'absurdités totales, où en fait, tout ça augmente et on sait même plus ce qu'on fait, c'est terrible. Mais bon, donc j'avais eu du mal, j'ai eu du mal à m'y mettre, et puis en fait, je me suis dit non, non, mais là, ils m'ont fait confiance, il faut absolument que je donne le maximum. Et puis en fait, il y avait des terres agricoles, et comme sur le Bure, on est aussi pas mal sur la protection des terres agricoles, puis je trouve qu'en fait, on planait sur un truc de ville aéroportuaire, de méga mall avec piste de ski. Puis finalement, avec cette lutte, on réatterrit sur le plancher des vaches, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on protège quoi? En fait, on protège la terre, quoi. On protège le truc, c'est simple, on veut juste bouffer, planter des patates et avoir de quoi subvenir à nos besoins primaires, quoi. On n'a pas du tout besoin de votre délire, quoi. Donc ça, je trouve que c'était quand même intéressant d'insuffler dans cette lutte quelque chose de très politique, c'est-à-dire protection des terres agricoles, enfin la capacité qu'on aura dans les années à venir à se nourrir, voilà, et à nourrir des millions de personnes. Et puis deuxièmement, la lutte contre le réchauffement climatique, on ne peut pas se prétendre le champion de la lutte et puis faire une ville aéroportuaire où, je sais pas, il y a 30 millions de personnes qui viennent par avion pour aller faire des courses. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne peut plus passer. L'État ne peut pas absolument arriver à des caricatures de paradoxes pareils. On ne peut pas tout dire et son contraire jusqu'à un certain point, quoi. Là, je pense que là, ça doit craquer à Europa City, absolument. Et ça commence à craquer, mais ils continuent à avancer malgré la décision qu'on a obtenue. C'est affligeant, hein, moi j'en suis. Mais ça me surprend à moitié. Parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment comme une machine qui tourne toute seule et que personne ne semble pouvoir arrêter. Donc il faut peut-être encore faire quand même quelques efforts juridiques. Parce que, bon, il y a quelques juges quand même qui entendent ça. Et puis que l'État fait un nombre considérable de lois aussi favorables à l'environnement. Paradoxalement, bah oui, il y en a quand même pas mal. Il essaye quand même de faire un effort de temps en temps. Donc il y a des lois où tout à coup il va se rappeler qu'il y a quand même une urgence à agir. Mais dans le même temps, il va faire d'autres lois contraires. Donc en fait, les efforts s'annulent et puis finalement, la machine continue à avancer. Mais bon, il y a quand même des lois qui existent et qui permettent, en tout cas en droit, de considérer que certains projets ne peuvent plus se faire. Et là, je pense que c'est le cas d'Europa City. Donc il faudrait qu'on y arrive en droit. On n'aurait normalement pas besoin de manifester pour ça. Moi, d'après ce que j'ai compris, enfin, de là où j'en suis restée, il y a eu une enquête publique. Il y a eu beaucoup de réponses, hein, je crois 2500 réponses, dont 80% contre, argumentées, hein, d'après ce que j'ai compris. Et malgré ça, on passe outre. C'est comme si ça n'existait pas, cette enquête publique. Là, tu parles de la DUP, la déclaration d'utilité publique, qui a été accordée récemment, là, il y a quelques semaines. Moi, j'ai l'impression qu'on continue, et puis même qu'il y avait eu quelque chose qui avait été gagné, et c'est l'État qui fait appel. Voilà, là, on est là-dedans. Moi, je suis en train de rédiger des mémoires. Privée. Non, c'est un milliardaire chinois et Auchan. Oui, non, mais c'est une décision qui a été accordée par l'État. Donc en fait, c'est l'État qui défend la décision qu'il a prise, c'est-à-dire la création de la ZAC de Triangle de Gonesse. Donc nous, on a obtenu l'annulation sur C'est ça que tu appelles la DUP. Ouais. Non, et après, justement, alors pour aller clair, il y a eu cette ZAC qu'on a annulée parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'étude d'impact de l'effet sur le réchauffement climatique et sur la destruction des terres agricoles. Donc là, le juge l'a bien reconnu, c'était vraiment merveilleux. Et donc le ministère de la cohésion des territoires fait appel de cette décision et fait même un sursis à exécution donc pour suspendre l'annulation de cette annulation. Et donc la procédure est toujours en cours. On est en train de rédiger des mémoires en réponse au ministère. Et dans le même temps, le préfet continue comme si de rien n'était en déclarant d'utilité publique l'urbanisation du triangle de Gonesse, alors qu'il n'y a plus de ZAC.
et qu'il ne peut pas faire une DUP alors qu'il n'y a plus de ZAC, puisqu'en fait, précisément, la DUP ne peut se faire que s'il y a une ZAC. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte de machine administrative qui avance imperturbablement comme si de rien n'était. Voilà. Et là, ils ont même obtenu un permis de construire donc la gare en plein champ, alors que bon, ils n'ont même pas encore construit les rails et que surtout la ZAC vient d'être annulée, donc ce projet ne se fera pas. C'est bon, voilà, le machine avance, ils veulent absolument donner des gages peut-être au Auchan et au consortium chinois pour avoir l'air de pas se dédire et de continuer comme si de rien n'était. Mais bon, je pense qu'il y a un moment où il faut que juste l'État se rende compte, non, et qu'il va devoir dire non. Non, effectivement, à Auchan. Non aux Chinois qui veulent faire des copies de leur môle en région parisienne. Non, nous, on n'a pas envie de ça. Voilà. Mais du coup, sur ces 2 projets, c'est quoi les urgences? Enfin, grosso modo, à Bure, et vous en êtes où? On a réussi à leur faire perdre déjà au moins 4 ans à l'Andra, et puis au moins 2 ans, 2-3 ans, je dirais, même peut-être plus à Europa City, mais s'ajoutant les problèmes aussi de finances, parce que là, j'ai vraiment un sujet qui est très clair, d'ailleurs, on le voit très bien dans le problème du Grand Paris, c'est qu'il prévoit des milliards de travaux. Parce qu'en fait, il faut relancer la machine tout le temps. Donc, en fait, il prévoit des milliards de travaux pour le Grand Paris, donc toutes ces nouvelles lignes de métro, ces infrastructures de toutes sortes. Je sais pas, le T4, là, le terminal 4 de Charles de Gaulle, comme si on n'avait pas un aéroport assez grand. Il faudrait encore qu'il grandisse pour accueillir encore plus de visiteurs, etc. Bon, tout ça suit son chemin, j'allais dire, programmatique. Mais est ralenti parce que l'État n'a pas les moyens. Voilà. Il n'a pas les moyens d'avancer des milliards comme ça, comme si c'était un puissant fonds, quoi. Donc là, ils ont ralenti. La Cour de compte a fait des rapports en disant non, mais attendez, où vous allez trouver tout cet argent, quoi. C'est bien gentil, mais ça va être très difficile. Et ça va coûter toujours plus cher que le prix en plus annoncé. Voilà. Et en particulier à Bure, où en fait ils annonçaient 25, puis finalement ils ont annoncé plutôt 35-40. Et donc, le problème qui se pose déjà maintenant, qu'on voit déjà annoncé dans ces rapports de la Cour des comptes, et puis qu'on voit bien, va être de plus en plus criant. Et moi, voilà, il est probable qu'il y ait pas mal de grands projets inutiles comme ceux de Bure qui vont avoir tout simplement aussi des problèmes à se réaliser pour des questions de finances. Ça serait une bonne nouvelle. Non, mais c'est pas une bonne nouvelle dans le sens où en fait on en est là pour arrêter la machine. Mais c'est vrai que la machine, on peut imaginer qu'elle s'arrête. Lorsque, effectivement, je sais pas, imaginez une crise financière ou je ne sais quelle. Toutes les provisions faites par EDF, par exemple, pour soi-disant démonter les centrales ou faire effectivement, par exemple, ce centre, seraient réduits en fumée parce que, effectivement, c'est des capitalisations boursières qui s'effondrent et qui ne représentent plus rien. Enfin, tout ça est tellement dématérialisé et tellement repose sur une confiance, quoi, disons, dans la pérennité d'un système, mais qui est par définition voué à se confronter à un mur de différents types. Donc bon, c'est sûr qu'il y a un moment où ça ne pourra qu'arriver. Bon, en attendant, il faut ralentir le processus au maximum et puis faire de la résistance. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de double survie, quoi, triple survie en miroir, qui fait que c'est catastrophique de tout point de vue. De toute manière, il y a déjà des gens qui ont tout perdu. Hein. Oui. Il y a déjà... Parce que cette question des migrants, elle n'existait pas il y a 20 ans. Mais non, elle existait peut-être, mais en tout cas, non, mais pas à ce niveau. Pas, dans la tête. C'est-à-dire des gens qui sont obligés de fuir et qui ne savent plus où aller. Parce qu'il y en a même qui, trouvant ici que c'est tellement catastrophique, se disent « faut que je reparte ». Enfin, ils ne savent plus où aller. Il y a déjà cette errance de millions de personnes qui, de toute façon, ne pourraient plus vivre en ville, mais où s'arrêter, sur quelle terre à quel moment j'ai une légitimité pour m'arrêter pour cultiver mon potager, quoi. Voilà. Et ça va être un vrai sujet, quoi. Moi, je crois que le vrai sujet dans l'avenir, c'est de redéployer totalement l'accès à la terre. C'est pour ça que si tu veux, les dernières terres agricoles qu'on a à côté de Paris et qui sont en plus d'une excellente qualité et qui même en été donnent des résultats, parce qu'en fait il y a une sorte de nappe juste en dessous qui fait que c'est toujours un peu humide. Enfin, c'est des terres mais merveilleuses, extraordinaires, quoi. Je veux dire, aller détruire ça dans un contexte comme le nôtre, mais c'est juste criminel, c'est complètement absurde. Mais bon, voilà. En plus, ils sont pris dans le même pétrin que tout le monde, c'est-à-dire que la législation est devenue tellement kafkaïenne et complexe,
et elles changent tellement tout le temps que comme ils prennent du retard, après les règles ont changé, donc il faut qu'ils recommencent. Enfin, non, mais je t'assure, on en est arrivé à Bure à des situations géniales, quoi. Où en fait, là, ils sont à l'arrêt. À l'arrêt, parce que finalement, avec la législation européenne, enfin la directive européenne transposée, et puis l'avis d'autorité environnementale, qui est une émanation de l'État, mais qui est quand même indépendante, qui donne ses avis sur les projets et le respect des droits de l'environnement, on en est arrivé à la situation où effectivement il faut qu'il fasse une étude d'impact globale de l'ensemble du projet. Et sur des petits projets, ça peut se concevoir, c'est pas trop compliqué, il y a des bureaux d'études qui savent faire. Mais là, on est dans des projets qui sont tellement délirants, tellement titanesques, tellement complexes, tellement dangereux, qu'en fait, c'est même pas faisable. Une étude d'impact globale du projet CIGEO, je crois que jamais on aura une étude d'impact aussi délirante. Ça va faire des milliers de pages. C'est complètement illisible. Tu pourrais presque passer 2 ans sur ces dossiers-là. D'ailleurs, c'est ce que prévoit l'autorité de sûreté nucléaire. Elle prévoit 2 ans d'instruction, tellement c'est complètement délirant. Elle a embauché, elle a augmenté le nombre de ses fonctionnaires. Non, mais bien sûr, parce qu'en fait, on est face à un niveau de complexité tellement inhumain qu'on court derrière une machine qui produit du papier, enfin voilà, des calculs délirants. Enfin, alors, c'est sûr qu'il y a des têtes très bien faites. Il y a peut-être des gens qui imaginent contrôler encore la machine. Mais je pense que la meilleure façon de nous démontrer qui maîtrise véritablement cette machine, c'est d'éteindre. Voilà. Donc moi, je leur propose d'éteindre la machine. Tu éteins, tu arrêtes le nucléaire, et là, tu pourras me dire que tu le maîtrises. Voilà. Et tu gères les déchets correctement, et là, tu pourras me dire que tu maîtrises. Mais l'idée que tu nous fasses des dizaines de milliers de pages de calculs et de papier pour nous dire que tout ça va bien, alors que ça fait 70 ans que tu nous dis que ça va bien et qu'en fait, tu ne sais toujours pas nous le dire simplement et nous le démontrer correctement. Dans ce cas-là, avec un tout petit peu d'humilité, tu te dis, non, en fait, je ne sais pas, je ne peux pas, et là, je prends des risques pour des milliers de générations, donc je vous dis, non, en fait, vous me demandez de gérer des déchets que je ne suis incapable de gérer, donc je dis, stop. Voilà, ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui maîtrise la machine. Là, en fait, c'est des gens qui sont quasiment devenus des robots des robots à calculer et qui on leur a dit de trouver un résultat qui corresponde à la limite fixée et ils vont te calculer mais vraiment ils vont te calculer le truc de telle façon à ce que tu arrives au résultat et ce sera une succession de chiffres invérifiables qui mais c'est ça la réalité. Et c'est épouvantable, quoi. Épouvantable. Donc après, tu peux discuter rationnel avec des gens comme ça, mais en fait, de toute façon, j'allais dire, on parle vraiment plus la même langue, parce que ils parlent un langage mathématique que peut-être, je sais pas, 100 personnes en France comprennent. C'est aberrant, quoi, voilà. Non, c'est terrible, hein. C'est terrible, parce que c'est vraiment le niveau de technicité qui nous envahit, qui envahit l'espace public, qui envahit nos vies, voilà, tout, on les voit dans bien des aspects, quoi. Et c'est terrible. Mais en plus, là, on a un projet comme unique au monde, en fait. Enfin, il y en a peut-être un autre aux États-Unis, c'est ça? Il y a plusieurs pays qui cherchent, comme nous, des solutions. Et pour le moment, il n'y en a pas un qui le fasse, parce qu'en fait, ils cherchent. Voilà. Ils sont au stade, comme nous, du laboratoire. Okay. Mais je crois que la Suède a récemment décidé d'abandonner ce projet parce que c'était pas fiable et qu'ils étaient pas ils trouvaient que c'était pas satisfaisant. Donc et ça d'ailleurs c'est intéressant dans mon souvenir, l'autorité, enfin celle qui organisait un petit peu le débat, avait été présidée par quelqu'un qui avait été tiré au sort, et je crois que dans mon souvenir elle était boulangère. Et je trouve ça super important parce qu'en fait si on veut se réapproprier le monde tel qu'il va, il faut surtout pas faire confiance aux experts. Il faut qu'en fait la boulangère, n'importe qui, puisse comprendre, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, voilà, comprendre quelque chose qui soit à échelle humaine, et puis se dire, écoutez, voilà, soit c'est à échelle humaine et je comprends, et j'ai confiance, et j'y vais, mais si c'est pour vous donner un chèque en blanc parce que vous racontez des trucs qui sont complètement incompréhensibles pour le quidam, et qu'en fait, ça fait des années que d'ailleurs on peut avoir quelques bribes d'idées que c'est une confiance qu'on pourrait remettre en cause valablement, dans ce cas-là, on arrête, quoi. On arrête. Moi, je pense que c'est très important de revenir vraiment à tout le monde
doit pouvoir dire ce qu'il veut comme forme de vie, et qu'il n'y a pas quelqu'un d'en haut qui va nous dire tiens, bah en fait, toi tu comprends rien, mais vraiment, moi je sais, on va le faire, ça va bien se passer, et on n'a pas le choix. Bah là, non, 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 ça c'est sûr que là on va droit à la catastrophe, et c'est quand même comme ça que le monde, à mon avis, pour le moment, enfin en tout cas en France, que le nucléaire a été conçu. Hein. Il a jamais fait l'objet de moindre débat. Mais c'est même pas un débat là, c'est qu'en fait, de toute façon, on te piège dans une situation et après on te dit, bah, en fait, de toute façon, seul. C'est très pervers comme raisonnement. Hein. On te met dans une situation catastrophique et comme c'est une situation tellement complexe et catastrophique et insondable, personne n'est en mesure d'y faire face. Et donc ils disent, bah oui, mais comme personne n'est capable d'y faire face, nous, on est les seuls à avoir la capacité financière et technique pour y faire face. Donc, vous êtes obligés de nous faire confiance. Et donc, on fait œuvre de salut public et de protection de l'environnement. Ce qui est quand même absolument immonde, quoi, dégueulasse. Et surtout qu'en plus, ils veulent aggraver le mal sous prétexte de trouver une solution pour pouvoir persister, évidemment, dans le système de production de déchets radioactifs, etc., dans les années à venir.